Féroce et romantique, le Gambit-Roi a laissé une empreinte poétique éternelle dans l'histoire des échecs. Avec son roi intrépide, il nécessite un tempérament guerrier et l'acceptation d'une prise de risque certaine. Utilisé avec succès par des joueurs célèbres de premier plan, et ce même encore à l'époque actuelle, il constitue indiscutablement une arme redoutable contre quiconque y est mal préparé. Aujourd'hui, nous allons voir dans quelles circonstances le Gambit-Roi constitue une arme très efficace, et quelles sont les limites de sa force. Nous allons également éclaircir les raisons qui font qu'il n'est plus tellement joué dans la pratique actuelle, et voir que son impopularité constitue désormais précisément l'une de ses forces cachées. Les statistiques sur lesquelles vont s'appuyer cette vidéo sont celles de la base de données de l'IHS. Puisque toutes les données y sont compilées a priori sans distinction de tranchelo, de cadence, d'âge, de provenance des parties ou de quelque tri que ce soit, je vous invite fortement à relativiser la nature des données et à les comparer avec celles d'autres sources, dont notamment Chessbase. Il est cependant très important de noter que c'est surtout le raisonnement qui va suivre qui est très important, et non pas les statistiques précises dont il est question. Je pars du principe que vous êtes familier avec les concepts de la vidéo préambule, que je vous invite à voir ou revoir dans le cas contraire. Le classement moyen des joueurs depuis le deuxième coup de la base Light-Chess est d'environ 1850 Elo. Après E4, E5, si je m'intéresse au deuxième coup des blancs, je constate plusieurs choses intéressantes du point de vue des statistiques de victoire. F4 se classe en effet deuxième en termes de statistiques de victoire, devant cavalier F3 et fou C4. Pourtant, si l'on compare avec la base des maîtres, le bilan est plutôt médiocre, puisque les noirs gagnent plus souvent que les blancs, avec 30% contre 36%. Pour mieux comprendre ces différences, allons maintenant un coup plus loin. Si je compare maintenant les 4 premiers choix des noirs pour les joueurs à 1900 Elo avec les 4 premiers choix des noirs à niveau supérieur à maître, on constate des différences de choix radicales, et les statistiques de victoire sont, elles aussi, sans rapport. Maintenant, on va aussi demander à l'ordinateur ce qu'il en pense et observer ses premiers choix. Alors l'évaluation fluctue pas mal, mais au bout d'un moment elle se stabilise, et pour simplifier, on va dire que E prend F4 est de loin l'option préférée de l'ordinateur, avec moins 0,7, soit presque un pion net d'avance, alors que les autres lignes sont égales, voire à avantage blanc. Pourtant, je le répète, ce qu'on constate dans le cas de la base de données des joueurs moyens, c'est que E prend F4 donne les meilleurs résultats aux blancs, avec 52% de victoire. Mais comment expliquer ces différences ? Si l'on regarde la base de données, dans la partie des joueurs en dessous du niveau maître, et que l'on s'aventure dans chacune des branches suivant E prend F4, on s'aperçoit, en suivant la branche cavalier F3 ou fou C4, qui en constitue les deux lignes principales, jouées par les blancs près de 95% du temps, que les pourcentages de victoire des noirs persistent à être nettement inférieurs à ceux des blancs, à l'exception éventuelle de la ligne fou E7 qui donne égalité. Si l'on poursuit un peu les coups principaux et qu'on les compare aux coups principaux suggérés par la machine, on constate que les noirs dévaluent leur position par des coups inférieurs sur une fraction significativement plus importante que les blancs. Par exemple, si l'on regarde la position classique atteinte après cavalier F3, G5, H4, G4, cavalier E5, les noirs optent majoritairement pour l'option douteuse H5, plus de 35% du temps. Ce qui n'est pas le cas sur le tableau des grands maîtres, pour anticiper la suite. Une deuxième chose à noter, c'est qu'alors les blancs n'ont pas de mal à trouver la meilleure option qui est fou C4. Même quand les noirs choisissent une des options les plus fortes, avec par exemple cavalier F6, on constate qu'alors les blancs jouent majoritairement l'un des deux meilleurs coups juste après, mais les noirs commettent bien souvent une grosse proportion d'erreurs. Par exemple, après cavalier prend G4, les noirs répondent près d'une fois sur 8 avec l'erreur gravissime cavalier prend G4. Qui laisse, après dame prend G4, le soin aux blancs de récupérer tranquillement leur pion F4 avec une position saine, active et facile à jouer. Un autre exemple encore plus flagrant dans la ligne E prend F4, cavalier F3, D6, D4, où les noirs répondent avec l'aberration fou G4 entre une fois sur 4 et une fois sur 5, ce qui concède totalement le centre blanc après fou prend F4 sans aucune compensation.
C'est même en fait encore pire que ça, puisque les noirs enchaînent près d'une fois sur 3 avec une autre erreur grave, fou prend F3, qui en plus d'abandonner la paire de fous sans raison, accélère grandement le développement des blancs et leur attaque sur la colonne F. Aussi loin que l'on poursuive dans les lignes principales, ces aberrations se répètent très souvent, si ce n'est à chaque tour de jeu. Ici, par exemple, après H4, l'erreur grossière F6 est jouée près d'une fois sur 10. Et vous constatez qu'alors que les blancs ne sont pas très au point sur leur réfutation, qui est ici cavalier prend G5, l'erreur de F6 est déjà si grave du point de vue de l'affaiblissement des cases blanches que les blancs n'ont pas de mal à gagner leur partie, même avec des coups inférieurs. Au passage, le fait que les blancs n'arrivent pas toujours à punir très correctement les erreurs des noirs tout en ayant quand même un taux de victoire très supérieur, va d'autant plus dans le sens de notre propos, car vous retirerez d'autant mieux votre épingle du jeu que vous saurez punir ces fautes. Maintenant, il ne faut pas faire l'erreur d'interprétation de croire que, parce que tour à tour les erreurs n'arrivent qu'entre une fois sur 5 et une fois sur 10, que seule une petite fraction des joueurs vont commettre au moins une erreur durant l'ouverture. C'est même en fait tout le contraire. Pour s'en convaincre, on va considérer une moyenne d'erreurs de l'ordre, disons, d'une chance sur 6 à chaque tour, pour fixer les choses. Et je vais vous montrer qu'elle est en fait déjà largement assez importante pour permettre aux blancs de prendre l'avantage assez rapidement en quelques coups. On va faire l'expérience de pensée suivante. On va lancer un dé une dizaine de fois et on va se demander quelle est la probabilité de lancer le dé au moins une fois sur le nombre 1. Autrement dit, quelle est la probabilité dans notre exemple que notre adversaire qui joue une séquence de 10 coups commette au moins une véritable erreur. Il est plus simple de répondre à la question « Quelles sont les chances de n'en commettre aucune sur 10 coups ?» Pour le premier coup, ne pas faire d'erreur, c'est 5 chances sur 6. Et le fait de ne pas en commettre au coup suivant se traduit par une multiplication. Ne pas faire d'erreur sur 2 coups consécutifs, c'est 5 chances sur 6 fois 5 chances sur 6. Au final, ne pas faire d'erreur sur 10 coups, c'est 5 sur 6 fois 5 sur 6, etc. avec 9 multiplications. Ce qui donne au final cette division, soit environ 0,16. Autrement dit, avec cette valeur arbitraire d'une chance sur 6, qui paraît faible de prime abord, on arrive à la conclusion qu'un joueur moyen n'a que 16% de chance environ de ne commettre aucune erreur, soit finalement 84% de chance de se tromper au moins une fois. Bien sûr, c'est caricatural, ça suppose implicitement pas mal d'hypothèses en mathématiques dont ce qu'on appelle l'indépendance des coups, mais ce raisonnement simplifié permet de donner l'intuition du problème qui se pose. Naturellement, il est important, pour pouvoir profiter de l'erreur commise par votre adversaire, que vous n'en ayez pas commis vous-même et que vous sachiez punir la sienne. Autrement dit, vous devez maîtriser votre sujet. Il est bon de rappeler que cela ne signifie pas apprendre bêtement 150 coups dans la ligne principale, mais plutôt savoir punir toutes les erreurs que mon adversaire peut commettre en moins de X coups dans la ligne dans laquelle je le plonge, où X dépend du niveau auquel vous vous situez. Ces deux philosophies d'apprentissage n'ont rien à voir. L'une est abrutissante et insipide, l'autre est pragmatique, efficace et ouvre la voie au fait d'oser indépendamment de l'évaluation d'un ordinateur. En comparaison, pour en venir au cas des maîtres et des grands maîtres, observons plus attentivement les différences en termes d'erreurs au sein de l'arbre des coups. Par exemple, depuis la position de base après H4, à ce niveau de jeu et au-delà, vous constatez sur 414 parties recensées depuis cette position, aucun joueur n'a commis la bévue F6. Et seulement un joueur a commis l'erreur de G prend H4 ici. De même, après disons G4 cavalier E5, le coup douteux H5 est très peu joué, moins de 3% du temps. Après cavalier F6, cavalier prend G4, la faute cavalier prend J4 n'a elle aussi été jouée que sur une seule partie sur les 35 recensées. Les maîtres ont en fait investi beaucoup de temps dans l'apprentissage et la compréhension des lignes de réfutation et savent les combiner à leur capacité à trouver les bons coups sur l'échiquier lorsqu'ils sont hors préparation. Tout cela couplé aux préparations qu'ils font de leur adversaire avant le match en analysant son répertoire font qu'ils minimisent si bien leur probabilité d'erreur à chaque coup que le risque à prendre du point de vue des blancs n'en vaut plus vraiment la chandelle. Dans mon exemple de tout à l'heure, pour ma valeur arbitraire de 5 chances sur 6 à chaque tour, si l'on prend maintenant pour les maîtres une probabilité d'erreur d'une chance sur 20, eh bien si l'on recommence le calcul effectué précédemment, on constate que maintenant la probabilité tombe à 0,6. Autrement dit, contre un maître, vous avez en fait 2 chances sur 5 de ne jamais avoir de retour sur l'investissement de votre précieux pion F, en pouvant profiter d'une erreur. Et votre adversaire a lui 3 chances sur 5 de sortir de l'ouverture avec une position finalement supérieure, car rappelons que sur un jeu parfait, voire simplement très bon, le cambirois mène en effet à des positions inférieures pour les blancs.
Tout cela explique donc bien pourquoi le Gambit Roi a peu de succès au niveau et finalement pourquoi il n'est pratiquement plus joué par les top players. Et pourtant, même à leur niveau, parce que la préparation est justement un facteur clé, le Gambit Roi peut occasionnellement trouver un intérêt pour créer la surprise. C'est mathématique là encore, si la tendance à jouer le Gambit Roi est en baisse à cause de sa réfutabilité, les top players s'investissent donc moins à travailler les lignes de réfutation, puisque de toute façon personne ne le jouera, de sorte que le Gambit redevient paradoxalement dangereux et mérite d'être joué de temps en temps. Au final, il se crée une espèce d'équilibre de fréquence d'utilisation du Gambit Roi qui est en quelque sorte le juste milieu dans la piqûre de rappel que les meilleurs joueurs se font subir entre eux pour exploiter les lacunes de connaissances éventuelles de leur adversaire. Ou bien parce qu'ils ont préparé une petite ligne chirurgicalement travaillée qu'ils vont utiliser une fois seulement contre un adversaire bien précis et qui ne s'y attendra pas du tout. L'idée est pourtant encore la même, pousser l'adversaire à l'imprécision due à son souvenir trop vague de son répertoire. Dans le cas des grands maîtres, l'apparition de la première imprécision se fait par contre beaucoup plus tard. Il est là encore bien important de faire la différence entre coup volontairement inférieur, qui constitue le sacrifice d'évaluation dont je parlais dans la vidéo préambule pour placer l'adversaire sur son terrain de connaissance, avec l'imprécision véritable due à un coup vraiment inférieur de la part de l'adversaire. Ici, Anish a joué F3, vraisemblablement pas parce que c'était sa préparation, puisque comme on va le voir, le coup est douteux et sans poser de problème pratique au blanc, mais bien parce qu'il a été poussé à la faute par Ivanchuk. En effet, G prend F3 affaiblit certes quelque peu la structure des blancs et légèrement la case F4, mais cela ne compense pas en fait la domination du cavalier F6 et l'ouverture de la colonne G, ce qui permettra à Ivanchuk de développer une forte attaque avec des coups naturels. Vous notez que même à l'ordinateur, toutes les caractéristiques de l'erreur véritable sont réunies. La position est dévaluée, les blancs ont une grande marge d'erreur, les 5 premiers coups donnent avantage blanc, et qui plus est, ce sont des coups très naturels. Le contre-sacrifice F3 est pourtant thématique dans nombre de variantes, Ivanchuk a donc certainement tendu un piège positionnel à Anish en l'incitant à ce coup. Je vous laisse contempler la suite de la partie, c'est suffisamment explicite. Le Gambit Roi représente une arme redoutable à niveau intermédiaire tout le temps, mais n'est une arme éventuellement efficace à haut niveau que ponctuellement dans le cadre d'une préparation. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un dernier aspect qui constitue le seul véritable problème de la pratique du Gambit Roi à niveau intermédiaire. Et ça n'est certainement pas, comme déjà expliqué, lié aux lignes de réfutation dans E prend F4. En fait, le souci majeur vient de la multiplicité des coups dès le deuxième tour, qui permet aux noirs non pas de donner de l'eau à votre moulin en espérant réussir à réfuter votre Gambit, mais plutôt de vous imposer leur petite ligne, même si en théorie les coups à leur jouer ne seront pas objectivement les meilleurs pour les noirs, c'est toujours le même principe. Je vous invite à constater que dans la base des joueurs moyens, après F4, le coup D5 a les meilleurs résultats pour les noirs. Alors que dans la base des maîtres, c'est exactement le contraire. Le Gambit Roi permet aux noirs beaucoup de petites lignes honnêtes dès le début de la partie, et ce sera en réalité plutôt ça votre souci principal. En définitive, vous et votre adversaire devriez vous retrouver hors théorie bien assez vite. Et c'est là aussi l'un des charmes du Gambit Roi. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu, ou du moins persuadé aujourd'hui, qu'en dessous d'un niveau très avancé, vous n'aviez rien à craindre de la réfutation du Gambit. Dans la prochaine vidéo, je vous propose d'étudier ensemble les principales erreurs thématiques les plus récurrentes à savoir punir sur le Gambit Roi, dont vous avez déjà eu un aperçu grossier aujourd'hui. Enfin, une vidéo comme celle-ci représente un travail de titan que je fais seul et pour lequel je ne gagne rien. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.